Alors, je pense qu'on a la plupart de nos personnes rentrées dans la salle. Alors, je vais commencer. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Je suis coordonnatrice de l'ISS depuis quelques temps maintenant et je participe entre autres à la diffusion de conférences et de certaines activités scientifiques. Et aujourd'hui, c'est la sixième conférence du cycle 2020-2021, c'est aussi la dernière. Et on va parler aujourd'hui des impacts des perturbateurs endocriniens sur la santé et la société. La présentation aujourd'hui est faite avec le CIAP, dont on va entendre parler un peu plus tard. Et pour nous en parler, en fait, on a invité Isabelle Plante, qui est la co-directrice du CIAP. Avec nous dans la salle aujourd'hui, on a aussi la directrice. Elle va peut-être être présente pour les questions et réponses à la fin, mais avec la situation du confinement dans la ville de Québec, les écoles sont fermées actuellement, alors c'est un peu compliqué de ce côté-là. On a aussi avec nous Myriam Castonguay, qui est la coordonnatrice du CIAP. Alors bonjour à vous, mesdames. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, pour vous parler un petit peu de notre conférencière Isabelle Plante, elle est professeure et chercheuse à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, et comme je mentionnais, elle est co-directrice et cofondatrice du CIAP. Elle s'intéresse dans ses recherches aux liens entre les polluants environnementaux et le cancer depuis plus de 20 ans. Son équipe essaie de déterminer si une exposition à certains perturbateurs endocriniens peut interférer avec le développement normal des glandes mammaires et ainsi augmenter les risques du cancer du sein. Je vais laisser la parole à Isabelle et je voulais juste mentionner avant de continuer que la présentation, elle est enregistrée pour des fins de diffusion des connaissances. On a une chaîne YouTube où on présente nos conférences. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence et la parole est à vous, Madame Plante. Merci Kate et merci tout le monde d'être ici. Vu le Zoom, je ne vous vois pas tous, mais je sais que vous êtes tous très, très attentifs et tous très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc, comme Kate l'a mentionné, moi, je suis co-directrice du CIAP et aussi cofondatrice du CIAP, mais je suis aussi professeure-chercheur à l'INRS. Puis, vous allez voir que, aujourd'hui, je vais vous parler des impacts des perturbateurs endocriniens sur la santé et la société. Mes intérêts de recherche sont sur le cancer du sein, donc vous allez voir que ma présentation est un petit peu teintée cancer du sein. Par contre, j'ai essayé de faire un topo un peu global là, sur la situation. Donc, pour débuter, justement, je vais vous faire un petit topo de qu'est-ce que sont les perturbateurs endocriniens, puis on va voir un petit peu plus tard à la fin de la présentation leurs impacts, puis je vais vous présenter un petit peu plus le CIAP là, vers la fin de ma présentation. Donc, au niveau des perturbateurs endocriniens, ce qu'on sait, c'est que ce sont des substances chimiques. Souvent, ils ont été créés par l'homme, mais on sait qu'il y en a d'origine aussi naturelle. Mais ce qu'ils ont comme caractéristique commune, en fait, ces substances-là, c'est qu'elles ont un impact qui peuvent influencer le système endocrinien des animaux, mais aussi des humains. Puis, dans certains cas, en fait, les impacts peuvent aussi se transmettre de génération en génération. Donc, on parle d'impacts transgénérationnels, donc qui peuvent être assez importants dans différentes générations, si on veut. Ces produits-là, on va les rencontrer, les molécules de perturbateurs endocriniens, on va les rencontrer dans différents produits, qu'on parle de produits pharmaceutiques, d'entretien ménager, des agents plastifiants, des pesticides, donc pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens? Donc, souvent, on va comparer le système endocrinien comme un système de clés et de serrures. Donc, ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est une représentation très schématisée d'une cellule. Donc, les cellules qu'on retrouve dans à peu près toutes les populations animales ou humaines. Et les hormones, donc qui font partie du système endocrinien, vont en fait se lier à des molécules qu'on appelle des récepteurs. Cette liaison-là, elle est très spécifique et va engendrer une certaine réponse dans la cellule. Donc, excusez-moi. Donc, bon, mon petit film ne fonctionne pas.
bon, c'est pas grave, il y avait un beau petit film ici, mais bon, donc, normalement, ce qu'on sait, c'est que ça va engendrer une réponse. Donc, l'hormone ici va se lier sur son récepteur et ça va donner une réponse au niveau de la cellule. Au niveau des perturbateurs endocriniens, la réponse, si on veut, ou le mécanisme classique, c'est que justement de penser que le perturbateur endocrinien va se lier au récepteur, ce qui peut altérer la réponse de la cellule. Je vous dis que ça, c'est ce qu'il y avait de classique. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup plus de mécanismes que ça qui sont impliqués dans les perturbateurs endocriniens. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je vous disais ici. L'hormone normale avec son récepteur et le perturbateur endocrinien qui vient se lier au récepteur. Ça peut avoir des réponses en augmentant la réponse au niveau de la cellule ou en l'inhibant. Mais on sait aussi que certains perturbateurs endocriniens peuvent changer les niveaux, disons, du récepteur ou de l'hormone ou changer les messages qui sont envoyés au niveau de la cellule. Bref, il y a maintenant une panoplie de mécanismes qui sont connus au niveau des perturbateurs endocriniens puis qui ont chacun évidemment des impacts au niveau des cellules. Donc, une chose que vous voyez qui est importante de retenir, c'est que les mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens, non seulement ils sont nombreux, mais ils sont aussi très complexes. Une autre chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que tout ce système-là, de façon normale, donc tout le système endocrinien, fonctionne à des niveaux assez bas dans le corps humain. C'est-à-dire que les niveaux d'hormones, les niveaux de récepteurs, la spécificité de ces réponses-là est assez bonne pour que les hormones soient présentes à des niveaux assez faibles au niveau du corps, mais engendrent quand même des réponses importantes. Ce qui est important de retenir, puis on va le voir un petit peu plus loin, c'est que les perturbateurs endocriniens peuvent aussi engendrer des réponses à des doses similaires que celles des hormones, donc à des doses assez basses. Pourquoi c'est un problème? Bien, c'est un problème parce que normalement, quand on regarde la toxicité de polluants classiques ou normaux, la façon que les perturbateurs, que ça fonctionne, c'est que, je vais juste voir si je peux, bon, mes films ne fonctionnent pas du tout, mais la façon qu'on va légiférer au niveau des polluants environnementaux, c'est qu'on va utiliser des modèles animaux, par exemple, où on va donner des doses croissantes d'un polluant et on va observer les effets. Donc, quand on va voir qu'à une certaine dose, un produit va engendrer une réponse au niveau des animaux, on va faire des savants calculs, puis on va dire, bon, ben, c'est à cette dose-là maximale que la population humaine doit être exposée pour qu'il n'y ait pas d'effet. Le problème avec les perturbateurs endocriniens, c'est qu'effectivement, si on prend des doses croissantes de la plupart des perturbateurs endocriniens, on va finir par atteindre une dose où est-ce qu'on a des effets qui vont être observés et sur lesquels on va pouvoir légiférer. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on voit avec les perturbateurs endocriniens, c'est que si on descend dans des doses qui sont plus basses, donc, et qui sont souvent à des doses semblables à ce qu'on va observer au niveau des hormones ou qu'on retrouve dans l'environnement, bien, on retrouve aussi des effets qui peuvent être différents et des fois plus importants que ceux observés à des fortes doses. C'est ce qu'on appelle des réponses non monotoniques ou des réponses à faible dose. Donc, c'est un système qui est différent des polluants environnementaux normaux et qui ont des impacts importants au niveau de la santé humaine. Donc, justement, si on parle un petit peu plus des impacts sur la santé. Au départ, les perturbateurs endocriniens, donc les premières évidences, c'était surtout des évidences au niveau de la reproduction. Donc, on voyait que les perturbateurs endocriniens pouvaient engendrer des réponses au niveau des cellules et au niveau du système reproducteur. Mais au fil des années, vu aussi la panoplie de mécanismes que je vous ai présentés, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Les perturbateurs endocriniens ont des effets au niveau de l'obésité, ont été associés à des problèmes de métabolisme, des problèmes de développement, des problèmes de maladies cardiaques et beaucoup d'autres choses. Donc, oui, parce que le système reproducteur est hautement régulé par les hormones, on voit des effets assez importants, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une panoplie de problèmes de santé qui peuvent être associés à la présence des perturbateurs endocriniens. Un exemple assez classique dont à peu près tout le monde a entendu parler d'un perturbateur endocrinien, c'est le fameux bisphénol A ou le BPA.
Quand on regarde quand on remonte à l'origine de ce produit-là, de façon assez intéressante, on voit qu'en fait, dès le départ, il avait été synthétisé pour ses propriétés estrogéniques. Donc, on cherchait quelque chose, un estrogène artificiel pouvant être utilisé en clinique. Par contre, dans les années 50, il a été utilisé comme plastifiant, donc à partir des années 50. Qu'est-ce que le BPA fait comme agent plastifiant? C'est entre autres, c'est que si on regarde les plastiques, il faut voir un petit peu comme si c'était un treillis. Donc, les agents plastifiants, ils sont insérés dans ce treillis-là pour rendre les plastiques, entre autres, plus souples ou moins cassants. Donc, c'est ce qu'on appelle les agents plastifiants. Au fil des années, on s'est rendu compte que le BPA a des effets assez importants au niveau de la santé. Entre autres, justement, si on regarde au niveau du cancer du sein ou le développement des glandes mammaires, on voit qu'ils peuvent altérer de façon importante le sein, justement, ou la formation du sein. Juste en 2019, je n'ai pas fait l'exercice pour les 2 dernières années, mais on avait plus de 12 000 publications scientifiques relatant des effets du BPA sur la santé. Donc, comme vous savez, il y a eu une certaine législation là, au niveau, entre autres, des produits pour bébés au niveau du BPA, mais il y a encore de la présence de ce polluant au travers de ce perturbateur endocrinien-là dans l'environnement et un peu partout dans notre vie quotidienne. Ce qui est intéressant avec le BPA, c'est un graphique qui est un peu difficile à digérer, là, ce que vous avez là, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, effectivement, comme je vous disais, il y a des effets au niveau reproducteur. Il a été démontré, en fait, que la plupart des gens ou des animaux ont la présence de BPA dans leur corps. Ça, c'est la liste, en gros, des mécanismes qu'on a pu voir. Donc, on voit que c'est loin d'être juste une réaction récepteur hormone ou perturbateur endocrinien. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont impliqués dans sa toxicité. Et comme vous voyez ici, ça donne une liste incroyable de problèmes de santé qui ont été associés au BPA. Donc, le message un peu ici, c'est que oui, à l'origine, les perturbateurs endocriniens, on avait vraiment, on les a surtout découverts pour leurs effets sur la reproduction, le développement, mais que de plus en plus, on s'aperçoit qu'ils ont aussi plusieurs autres effets qui sont non désirables. Il y a eu aussi, évidemment, suite à ces découvertes-là, une certaine volonté, tant au niveau du public que de l'industrie, d'enlever le BPA ou une nouvelle classification. Donc, on est venu avec plusieurs logos comme ça, avec des produits qui étaient BPA-free, qui montraient qu'ils étaient non toxiques parce qu'ils ne présentaient pas de BPA. Mais ce qu'il faut évidemment être conscient, c'est qu'en général, s'il n'y a pas de BPA, c'est que le BPA a été remplacé par autre chose, entre autres par du BPS, qui est un autre produit qui a été utilisé surtout à partir du début des années 2010, mais qui a aussi on se rend compte au fil des années qu'il y a aussi des propriétés estrogéniques. Puis si c'est quelque chose, c'est probablement plus fort que le BPA. Encore une fois, je n'ai pas fait l'exercice pour les 2 dernières années, mais on voit qu'il y a un peu moins de publications maintenant scientifiques sur le BPS, mais tranquillement, pas vite, on se rend compte que le BPS a aussi des effets assez importants au niveau de la santé. Une autre chose qui est importante, c'est comme je vous ai mentionné, une des premières initiatives au niveau de la réglementation du BPA, ça a été de légiférer au niveau de l'utilisation pour les produits qui étaient destinés aux nourrissons, donc les biberons et des choses comme ça. Une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est qu'une notion importante au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on appelle les fenêtres de sensibilité. Donc, au cours d'une vie normale, ici, vous avez la silhouette d'une femme, mais c'est un peu la même chose pour un homme. Le corps va passer au travers différents stades de développement. Et au travers de ces différents stades de développement-là, on va avoir des périodes où est-ce que nos corps vont avoir des changements importants au niveau des hormones, mais au niveau aussi de différents événements dans notre organisme. Une des périodes très sensibles, c'est en fait la vie qu'on appelle périnatale, donc tout ce qui est vie in utero et les premiers stades de vie où est-ce que le développement est assez important. Évidemment, la puberté va être assez importante aussi parce qu'on a une régulation hormonale qui est très étroitement orchestrée à niveau-là. Et pour la femme, on pourrait rajouter aussi la période de la grossesse parce qu'on a
paquet de changements qui vont apparaître au niveau de la grossesse et qui ont une influence sur la femme en tant que telle. On va s'intéresser un petit peu plus à cette fenêtre de sensibilité-là, qui est la vie périnatale, parce que c'est une des fenêtres qui a été le plus étudiée et à laquelle il y a des événements très, très importants qui arrivent. Donc, la vie périnatale a été, entre autres, associée à un phénomène qu'on appelle le phénomène de la DOAD, qui dit en fait que tout changement au niveau de la vie in utero ou des premiers cycles de vie ou le développement précoce, si on veut, peut avoir des répercussions plus tard au cours du développement. Donc, en gros, ce que ça nous dit, c'est que des changements au niveau du développement fœtal peut amener une prédisposition à certaines maladies. Donc, on parle surtout de maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les cancers. Donc, c'est toutes des maladies qui ont été associées à une origine précoce de développement. Ce qui est important de voir aussi, c'est que lorsque le fœtus en croissance est exposé via la mère, bien, ces gonades en développement, donc, sont aussi exposées. Donc, de cette façon-là, on expose 3 générations finalement à nos polluants. Donc, comment est-ce que ça se fait tout ça? Bien, on sait que dans les premiers temps de la vie fœtale, en fait, il y a une programmation qui s'installe. Donc, ce que vous avez ici, en fait, c'est la représentation, si on veut, de l'ADN. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans les premiers temps, il se passe une certaine programmation au niveau de l'ADN qui peut avoir des conséquences plus tard dans la vie. Donc, des changements d'environnement, entre autres une exposition aux perturbateurs endocriniens, pourraient changer cette programmation-là et avoir des conséquences qu'on ne voit pas dès le départ, mais beaucoup plus tard dans la vie, quand justement ce programme-là ou cette programmation-là est importante. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est que des modifications au niveau fœtal dans l'ADN ont des conséquences ou peuvent mener à des prédispositions beaucoup plus tard dans la vie. Ça, on l'a vu avec différentes maladies, comme je vous l'ai dit, et entre autres avec le cancer du sein. Donc, il y a de plus en plus d'évidence que des expositions à des perturbateurs endocriniens au niveau de la vie fœtale peut prédisposer les femmes à avoir des cancers du sein beaucoup plus tard dans la vie. Donc, il y a de plus en plus d'évidence de ce phénomène-là. Je veux juste vous montrer une petite étude ici où est-ce qu'en fait, on a 54 femmes enceintes chez qui ils ont mesuré différents niveaux de polluants, dont certains perturbateurs endocriniens. Et vous voyez qu'on retrouve quand même un cocktail de polluants là, au niveau des femmes enceintes qui, pour beaucoup, peuvent être transférés justement au niveau du fœtus. Je vais juste attirer votre attention sur une famille qui sont ceux qui sont en orange ici, qui sont les PBDE, qui sont des retardateurs de flamme bromée. Donc, je vais embarquer un petit peu plus là-dedans. Je vais vous donner un exemple un peu de recherche qu'on a fait dans mon laboratoire, justement sur les retardateurs de flamme bromée. Donc, comme leur nom l'indique, les retardateurs de flamme, ce sont des produits qui sont ajoutés dans les produits du quotidien, comme les ordinateurs, les meubles, un peu de tout finalement. Et le but d'ajouter ces molécules-là, en fait, c'est de ralentir la propagation des flammes. Donc, l'idée derrière, c'est que s'il y a un feu qui se passe dans votre salon, par exemple, votre divan va brûler moins rapidement, va s'enflammer moins rapidement, ce qui va vous donner plus de temps pour sortir de la pièce. Donc, c'est l'idée en arrière de ces retardateurs de flammes-là. Les PPDE, c'est une famille de retardateurs de flammes bromées. Il y a une certaine législation, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est les PBDE et le HBCDD, là, je vous épargne le nom scientifique. C'est une classe de retardateurs de flammes qui a été énormément utilisée, surtout dans les années 2000, au début des années 2000. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces retardateurs de flammes-là, ils sont mis dans les objets du quotidien, mais ils ne forment pas de ce qu'on appelle des liens covalents. C'est-à-dire qu'ils sont comme ajoutés dans les objets, mais sans qu'ils soient fermement liés au matériel. Ce qui fait qu'au fil des années, au fil de l'utilisation de ces appareils-là, les BFR, donc les retardateurs de flammes, vont se retrouver finalement dans notre environnement et dans la poussière des maisons, entre autres.
fait qu'on est exposé de façon quotidienne à ces retardateurs de flamme blanc. Évidemment, que ce soit au niveau des femmes enceintes qui vont être exposées, mais on sait aussi que la population la plus exposée, ce sont en fait les enfants en bas âge. Pourquoi? Bien, tout d'abord parce qu'ils sont plus proches du sol, donc plus proches de la poussière et donc en contact un peu plus étroit. Ils ont la tendance en fait à porter beaucoup d'objets à leur bouche. Puis, ils peuvent aussi avoir été exposés in utero, mais aussi via la lactation. Donc, on sait que c'est la population la plus touchée. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu en fait une certaine réglementation au niveau des PBDE. Donc, dans la fin des années 2000, vers 2008-2010, il y a eu une réglementation qui limite leur exportation, leur utilisation au niveau de l'industrie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le graphique. Donc, on voit que ça a été surtout utilisé dans la fin des années 90 au niveau au début des années 2000, et on voit le pic d'exposition et que ça redescend tranquillement pas vite. Ce qui est important, donc, ce qu'on remarque, c'est que la pic d'exposition a été vraiment au début des années 2000, si on veut. Donc, les femmes qui ont été exposées in utero à ces années-là ont présentement environ 10 à 20 ans. Il a été démontré dans une étude que chez ces femmes-là, en fait, chez les jeunes, l'exposition à des PBDE a été associée à une télage précoce, donc une puberté un peu plus précoce. Donc, ce qui suggère des effets au niveau du système reproducteur. On sait aussi que leurs mères, en fait, ont environ présentement 40 à 60 ans, là, disons, dépendamment quand est-ce qu'elles ont eu leur enfant. Et donc, ils sont dans les années où est-ce que les taux de cancer du sein commencent à être un peu plus élevés. Donc, ce qu'on s'est demandé, nous, c'est est-ce que, justement, ces filles et ces mères-là ont plus de risques d'être atteintes du cancer du sein, elles, parce qu'elles ont été exposées au PBDE in utero, aux retardateurs de flamme in utero, et ces femmes-là, parce qu'elles ont été exposées durant leur grossesse, qui est une période aussi assez importante au niveau des facteurs de risque. Donc, on a voulu reproduire un petit peu ça en laboratoire. Donc, moi, je travaille surtout avec des animaux, des rats, des souris. Donc, on a pris des mères rats qu'on a exposées à un mélange de retardateurs de flamme. Donc, le mélange qu'on a pris ici, juste pour spécifier, on s'est basé en fait sur les concentrations qu'on trouve dans la poussière de maison, tant au niveau des niveaux d'exposition que des différents types de retardateurs de flamme bromés que l'on trouve. Donc, on a exposé nos mères à ce mélange-là qui est représentatif de l'environnement durant, juste un petit peu avant de les reproduire, durant toute leur grossesse et durant la lactation. Et on les a sacrifiés à la fin de la lactation pour voir les effets sur les glandes mammaires durant cette période de sensible-là pour les femmes. De façon indirecte, si on veut, les bébés de ces femelles-là ont été exposés in utero et durant la lactation, donc ce qui nous donne notre autre fenêtre de sensibilité. Encore une fois, je vais vous épargner un petit peu les détails, mais ce qu'on a démontré, c'est qu'en fait, chez les femelles exposées in utero, donc dans leur période de sensibilité périnatale, on a vu des changements assez importants au niveau des glandes mammaires qui étaient surtout liés à une puberté précoce, mais aussi à des changements au niveau de la communication entre les cellules. Et ces deux événements-là, en fait, ce sont des risques, c'est lié à des risques plus élevés de cancer du sein. On a vu aussi des changements importants au niveau des glandes mammaires de la mère qui suggéraient aussi qui sont liés aussi à des risques plus importants du cancer du sein. Donc, la question qui tue, mais présentement, pour reprendre une bonne expression typique, c'est est-ce qu'ils sont vraiment plus prédisposés au cancer du sein? C'est ce qu'on est en train de faire dans mon laboratoire. Donc, je vais d'ici peut-être un an, on aura des résultats un peu plus concrets à vous dire, mais en tout cas, on voit qu'il se passe quelque chose au niveau des glandes mammaires, donc c'est quand même assez préoccupant. Donc, les effets que je vous ai présentés présentement, c'est un peu plus au niveau de la reproduction, c'est des effets qui sont un petit peu plus connus. Donc, toutes les notions de dose d'effet bon, je
je me reprends, excusez-moi, de doses non monotoniques ou des effets à faible dose, donc qui sont quand même assez importants pour les perturbateurs endocriniens, tous les effets sur le système reproducteur. Et ici, je vais essayer de sortir un petit peu de ma bulle de confiance. Donc, là, c'est des sujets avec lesquels je suis peut-être un peu moins habituée, mais j'ai voulu essayer de voir quels étaient les effets globalement sur la société. Justement, vu qu'aujourd'hui, on était avec l'Institut Santé et Société, j'ai voulu essayer de faire ces liens-là. Évidemment, quand on parle des BFR, une des choses qui est importante au niveau de la société ou de l'environnement, c'est qu'on sait qu'ils ont eu en fait beaucoup d'effets au niveau d'infertilité ou de problèmes de reproduction chez les animaux. Ça, c'est des choses qui ont été connues quand même depuis assez longtemps. En 1962, il y a eu un livre assez culte qui s'appelle Silent Spring qui a été fait par Rachel Carson. Ce n'était pas nécessairement sur les perturbateurs endocriniens à ce moment-là, mais ça faisait déjà les liens entre la présence de certains pesticides dans l'environnement et les problèmes de reproduction au niveau des oiseaux. Dans la fin des années 90, il y a un deuxième livre qui est sorti, qui s'appelle Our Stolen Future, qui, lui, faisait un peu plus le lien, justement, entre les perturbateurs endocriniens puis les problèmes au niveau du développement des fœtus, donc leur interférence, si on veut, ou en tout cas leur effet de perturbation au niveau de la signalisation liée au développement. Donc, on sait que, justement, tous les écosystèmes sont interreliés. Donc, les effets des animaux sont quand même assez importants au niveau de la société parce que, bon, on vit dans la même société que ces animaux-là, finalement. Un autre exemple ici encore, je crois que le petit vidéo ne fonctionnera pas, mais c'est une étude que Valérie a fait, en fait, où est-ce qu'ils ont utilisé de l'atrazine, qui est un produit qui est utilisé en agriculture, donc qui est un herbicide en fait. Puis ce qu'ils ont démontré, c'est que l'atrazine va perturber le système reproducteur chez les grenouilles. Valérie s'intéresse surtout aux amphibiens, aux poissons et aux grenouilles. Donc, c'est un produit qui est utilisé surtout au niveau de l'agriculture pour le maïs et le soya. Puis ce que Valérie a démontré, c'est qu'en fait, ça pouvait féminiser les grenouilles mâles. Donc, on a des grenouilles qui génétiquement sont des mâles, mais qui deviennent des femelles. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un changement de sexe là, au niveau un sex reversal. Donc, dans notre population, bien, on a de moins en moins de grenouilles mâles et de plus en plus de grenouilles femelles. Donc, ça peut perturber quand même de façon assez importante les populations animales, comme vous pouvez voir. Pourquoi c'est quand même assez inquiétant? C'est que si on regarde au niveau chez l'humain, depuis, ce qu'on voit ici, c'est le taux de natalité au Québec depuis plusieurs années, donc depuis environ les 30 dernières années. Il y a toutes sortes de facteurs sociaux qui vont faire aussi que les gens ont moins d'enfants. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a environ un couple sur 7 qui va souffrir d'infertilité. Ça peut être des facteurs qui viennent du côté masculin, du côté féminin, ou des deux partenaires, mais on voit qu'il y a une certaine tendance à l'infertilité. Quand on regarde un petit peu plus au niveau des hommes, en fait, j'ai encore des problèmes avec... Bon, voilà. Au niveau des hommes, on voit que de façon mondiale, les problèmes d'infertilité chez les hommes ont augmenté au fil des années. Donc, ce que vous avez ici, c'est les comptes spermatiques, donc le nombre de spermatozoïdes dans le sperme des hommes au fil des années. Et on voit qu'on a une baisse qui est quand même assez importante. Quand on regarde les taux de cryptorchidie, j'ai toujours de la misère avec ce mot-là, qui est la non-descente des testicules, en fait, on voit que ces taux-là augmentent au fil des années. Et ce que vous avez ici, c'est les différents cancers des testicules, et on voit aussi que ça augmente au fil des années. Tous ces phénomènes-là sont regroupés sous un terme qu'on appelle le syndrome de la dysgénie testiculaire et qui est lié finalement à des problèmes importants au niveau de la fertilité. Donc, et l'hypothèse courante pour expliquer justement ce syndrome-là, c'est que des expositions à des composés chimiques à caractère estrogénique, donc des composés qui miment les estrogènes, pendant le développement périnatal, donc toute la vie in utero, puis les premiers stades de développement,
augmentent les taux justement de cryptorchidie, de cancer du sein, puis ont tendance à être associés avec des baisses de fertilité. Donc, quand on met tout ça ensemble, mais de plus en plus, les perturbateurs endocriniens sont vus comme une des sources potentielles de cette baisse de fertilité-là chez l'homme, et donc pourrait avoir des impacts assez importants au niveau société quand on parle de reproduction globale chez l'humain. Une autre chose que je sais qui est importante au niveau de l'ISS, c'est toute la notion d'inégalité sociale. Donc, j'ai essayé de voir un petit peu comment on pouvait faire le lien entre les perturbateurs endocriniens et les inégalités sociales. Et je me suis intéressée en fait aux travaux d'une chercheure qui s'appelle Tamara James Todd, qui est à Harvard maintenant, et qui, elle, regarde le cancer du sein en fonction de l'origine ethnique. Une des études qu'elle a fait en 2011 regroupait en fait des femmes afro-américaines, afro-caribéennes et blanches de New York. Donc, elle a pris 300 de ces femmes-là, puis elle a fait des études rétrospectives. Donc, par des formulaires et tout ça, elle est allée voir l'utilisation de certains produits capillaires en bas âge, donc avant l'âge de 13 ans. Donc, quand on parle de produits capillaires, là, elle parlait d'huile, de différentes lotions, de produits pour faire des permanentes, aussi des produits défrisants que la communauté afro-américaine et afro-caribéenne utilise particulièrement. En fait, dans une autre étude, il avait été démontré que les filles afro-américaines ont des niveaux 2 fois plus élevés de monoéthylphtalate, qui est un produit qui a été retrouvé, entre autres, dans ces produits-là. Ce qu'elle a montré, c'est que l'utilisation, entre autres, de certaines huiles et de produits pour permanente est associée, encore une fois, à une ménarche plus précoce, donc une puberté plus précoce chez les jeunes filles. Et c'est des produits qui sont surtout utilisés par les femmes afro-américaines. Et là, Tamara James Todd a sorti 2 autres études un peu par la suite, où est-ce qu'elle a montré, en fait, qu'environ 90% des femmes afro-américaines utilisent ces produits-là, donc des produits de permanent, des produits défrisants, contre environ 6% des femmes caucasiennes. Donc, on voit qu'on a vraiment une prévalence de l'utilisation de ces produits-là dans cette population-là. Et bon, elle a confirmé que c'est associé à une ménarche plus précoce, mais c'était aussi associé à une densité plus élevée des seins. Pourquoi ça, c'est important? Bien, la densité des seins, c'est un facteur de risque aussi pour le cancer du sein. Et effectivement, bien, il y a 2 études par la suite d'autres groupes qui ont associé l'utilisation de produits capillaires typiquement utilisés par la communauté afro-américaine avec un risque plus associé de cancer du sein. Donc, ça, c'est juste un exemple de vous montrer que même au niveau sociétal, on a certaines inégalités sociales par rapport à l'exposition à des perturbateurs endocriniens. On peut aussi penser facilement à, par exemple, les gens qui font de l'entretien ménager, qui sont souvent de façon typique une population différente de certains autres emplois, donc une population un peu plus précaire. Donc, on peut voir que les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un certain effet au niveau des inégalités sociales. Un autre problème peut-être sociétal, c'est le fait que c'est un problème qui est assez global, c'est-à-dire que quand on regarde la pollution générale de la planète, ben, les perturbateurs endocriniens, on les retrouve partout. Là, je sais que le ici, là, donc ce que je vais vous l'expliquer un peu, ce qu'on voit, c'est les rejets plastiques dans les différents pays du monde. Donc, avec un code couleur, le rouge étant les endroits où est-ce qu'on a plus de rejets de plastique, brun par la suite. Bon, vous voyez la suite, là. Donc, selon les différents pays, ce sont les rejets de plastique. Donc, on voit que certains pays rejettent plus de plastique et utilisent plus de plastique que d'autres. Donc, ce que ces études-là ont démontré, là, encore une fois, je vais vous demander de me croire un peu sur parole parce que leurs graphes sont quand même assez petits, c'est que dans les pays où est-ce que justement les rejets de plastique étaient plus élevés, puis on avait des plus grands taux de certaines maladies comme les cancers, le diabète, les maladies chroniques, les troubles neurologiques. Donc, ce qui semblait lier une exposition plus élevée au plastique, donc qui contiennent entre autres des perturbateurs endocriniens, à des taux un peu plus élevés de certaines maladies
héréditaire. Donc ici, encore une fois, c'est l'exemple du plastique, mais il y a des perturbateurs endocriniens, bien, on les retrouve dans vraiment beaucoup d'endroits. Un autre impact qui s'en vient, c'est de plus en plus, on va parler de changement climatique. Donc, au niveau sociétal, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit tenir en compte. Puis, ce que j'ai voulu vous démontrer ici, c'est qu'en fait, les changements climatiques, bien, on sait que de plus en plus, on va avoir, il est reconnu qu'on aura de plus en plus de périodes d'inondation ou des périodes d'inondation ou de crues intenses. Ce que des chercheurs ont démontré, c'est que dans les rivières, les perturbateurs endocriniens ou différents polluants ont tendance à s'accumuler dans les sédiments. Donc, c'est dans la couche de sol un peu plus sableux, là, dans le fond des rivières, et où ils sont en fait emprisonnés. Par contre, lors de crues intenses, lors d'inondations, les eaux qui arrivent viennent rebrasser tous ces sédiments-là, ce qui remet en circulation plusieurs perturbateurs endocriniens. Puis, il y a différentes études, en fait, qui ont démontré qu'effectivement, suite à des crues, les taux de perturbateurs endocriniens augmentaient dans certains écosystèmes, donc ce qui nous ramène un petit peu aux études de Valérie, où est-ce qu'on voyait des impacts au niveau des différentes populations animales. Un dernier petit point, peut-être, c'est au niveau de l'impact sociétal, j'ai essayé de voir si on pouvait voir un impact au niveau un impact finalement monétaire qui était lié aux perturbateurs endocriniens. Et j'ai trouvé différentes études, je vous en présente deux aujourd'hui. Une, entre autres, qui date de 2015, qui a été faite aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont associé les coûts des soins médicaux et des pertes de revenus, donc des personnes qui sont malades à cause de perturbateurs endocriniens. En fait, ils ont associé ces 7 perturbateurs endocriniens à différents problèmes de santé, donc que ce soit des déficiences, des pertes de QI, de l'obésité, du diabète, des cancers et tout ça. Donc, ils ont fait des liens entre les perturbateurs endocriniens et ces problèmes-là. Ils sont allés évaluer le coût monétaire de ces maladies-là en perte de revenus. Et on parle de 340 milliards par année, donc ce qui représentait environ 2,3 % du PIB, ce qui est quand même assez intéressant. Puis, on revient encore à notre BPE. Une majorité de ces coûts-là étaient liés, en fait, à des effets du BPE. Une étude à peu près similaire qui a été faite dans l'Union européenne. Ils sont venus avec des chiffres relativement similaires, mais comme vous voyez, un petit peu moins élevés. Il faut dire que depuis 2017, l'Union européenne a une loi un petit peu plus stricte au niveau des différents polluants, dont les perturbateurs endocriniens, et où est-ce que les compagnies doivent vraiment assumer les risques avec les substances qu'elles fabriquent. Donc, ils doivent vraiment faire les preuves de la non-toxicité de leurs produits. Il y a encore des failles, mais on voit que la loi est un petit peu plus sévère au niveau des perturbateurs endocriniens, des polluants en Europe, dont les perturbateurs endocriniens. Finalement, bien, au niveau de la législation, comme je vous l'ai dit, entre autres au Canada, mais aussi dans plusieurs pays, la législation est basée sur la dose. Donc, le vieux dogme de dose makes the poison. Donc, plus la dose d'un produit ou plus les niveaux d'un produit sont élevés, plus le produit est poison. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'avec les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas toujours vrai dans les cas des perturbateurs endocriniens. Donc, de plus en plus, il y a un tollé dans la communauté aussi scientifique de modifier la loi pour justement que, au niveau des perturbateurs endocriniens, les législations soient basées sur des mécanismes liés aux caractéristiques propres des perturbateurs endocriniens et non pas justement dans le dogme que la dose fait le poison, donc dans des doses-réponses au niveau de doses très élevées. Donc, avec tout ça, c'est quoi le rôle du SIAP dans tout ça? Donc, comme vous voyez, les perturbateurs endocriniens ont des effets tant au niveau de la santé qu'au niveau reproduction, qu'au niveau des maladies. Mais j'ai essayé de vous montrer aussi que ça a des effets quand même assez sociétals aussi. Donc, quel est le rôle du SIAP dans tout ça? Donc, le SIAP, en fait, c'est le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. C'est un groupe
qu'on a cofondé, Valérie et moi, Valérie Langlois, donc, qui est présente aussi, et dont le lancement a été officiellement fait en novembre 2020. Donc, on est assez jeune, comme vous pouvez voir. C'est un groupe qui regroupe des chercheurs internationaux qui s'intéressent finalement aux perturbateurs endocriniens. Comme vous pouvez voir, même si ça fait moins d'un an qu'on est lancé, on a déjà quand même 125 membres, 8 pays différents, 42 institutions. Donc, il y a eu vraiment un bon recrutement, puis beaucoup de gens qui s'intéressent à notre regroupement. On a bénéficié dès le départ d'un support de l'INRS, donc ils nous ont donné des fonds de financement qui sont valides pour 3 ans. Donc, là, on est présentement en levée de fonds, mais aussi en solution là, pour aller se trouver du financement autre. Et de façon importante, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais on regroupe toutes les disciplines. Donc, dès le départ, le SIAP avait pour mission de mettre ensemble des chercheurs qui viennent de différents secteurs. Donc, on voulait que, au lieu de travailler en silo, les biologistes, les chimistes, les gens qui font la réglementation, on voulait faire un mix de toutes ces personnes-là pour étudier comme il faut les perturbateurs endocriniens. Donc, la mission du SIAP, c'est donc d'informer, d'assister et de servir de ressources aux instances gouvernementales, aux organismes à but non lucratif, aux industries, à la population québécoise et canadienne en tout ce qui concerne les perturbateurs endocriniens. Donc, on veut être la référence au niveau des perturbateurs endocriniens, mais on se donne aussi une mission d'éducation au niveau de la population. Donc, dans les objectifs un peu plus précis, on a évidemment des objectifs de formation, de mentorat pour des étudiants. On a aussi des objectifs où est-ce qu'on veut renforcer les liens multidisciplinaires, comme je vous l'avais dit, favoriser des collaborations. On veut résoudre les problèmes fondamentaux et appliqués qui sont liés aux perturbateurs endocriniens. On veut maximiser les partenariats, partager l'équipement entre les différents chercheurs pour maximiser la recherche, puis aussi, évidemment, assurer le partage des connaissances, donc que ce soit au niveau gouvernemental, des organismes à but non lucratif, de la population générale ou les utilisateurs finaux, finalement. On est en fait, comme on vous le disait, un regroupement qui est intersectoriel et interdisciplinaire. Donc, on a des gens qui travaillent en santé environnementale, en traitement des eaux, en épidémiologie, en santé humaine, en chimique analytique, en politique environnementale. Je devrais aussi rajouter ici en communication scientifique, parce qu'on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la vulgarisation scientifique. Donc, c'est vraiment un groupe qui est interdisciplinaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça, c'est notre logo. On trouve toujours intéressant de le présenter parce qu'il y a eu quand même une réflexion au niveau de ce logo-là. Et ce que vous avez, en fait, c'est la structure chimique d'une hormone stéroïdienne que vous voyez là en vert. Et notre regroupement est divisé en 4 axes de recherche. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail, un après l'autre tout à l'heure, mais il y a eu quand même une certaine réflexion au niveau du logo pour représenter, en fait, vraiment notre groupe. Donc, au niveau du groupe, justement, on a l'équipe de direction qui est composée de moi-même, qui est co-directrice, cofondatrice, Valérie Langlois, qui est la directrice, Myriam, que vous avez rencontrée tout à l'heure, qui est notre super coordonnatrice, sans qui le SIAP n'existerait pas. Et on a Jean-François Blais qui s'occupe de l'axe 1, donc que je vais vous présenter. Géraldine Delbès, professeure à l'INRS aussi, qui s'occupe de l'axe 2. Cathy Vaillancourt, professeure aussi à l'INRS au niveau de l'axe 3. Tara Barton-McLaren, qui est au niveau de l'axe 4. Et notre représentante étudiante, Julie Robitaille. Donc, ça, c'est notre comité de direction. Donc, si on y va un petit peu plus en détail au niveau des axes, donc, au niveau des… Donc, cette vidéo-là fonctionne. Donc, l'axe 1, donc, qui est la détection, suivi, modélisation et traitement, c'est un axe de recherche qui va comprendre, en fait, tout ce qui est identification des perturbateurs endocriniens, mais surtout trouver des nouvelles méthodes pour les extraire, pour les identifier, pour les quantifier, les mesurer au niveau de l'eau, des différentes matrices, des sols.
On a aussi des équipes qui travaillent un petit peu à la remédiation au niveau des perturbateurs endocriniens. Donc, toute une équipe qui est un petit peu plus au niveau analytique, si on veut. On a ensuite la perturbation de l'axe reproducteur. Donc, comme je vous le disais, c'est quand même un axe qui est assez important, des effets assez importants au niveau du système reproducteur pour les perturbateurs endocriniens. Donc, Géraldine Delbès est en charge de cet axe-là, donc qui regroupe tous les chercheurs qui vont travailler au niveau de problèmes développementaux et reproducteurs chez l'humain, chez les espèces animales, les vertébrés, les invertébrés, les espèces aquatiques, donc un peu tout le monde à ce niveau-là. Autre perturbation physiologique, donc comme je vous l'ai dit au début de la présentation, de plus en plus, on voit que les perturbateurs endocriniens sont associés à des problèmes autres que la reproduction, donc des maladies de l'obésité, des maladies neurologiques, des problèmes de diabète, des maladies cardiovasculaires. Donc, ce thème-là regroupe les chercheurs qui travaillent sur ces aspects-là. Et finalement, la réglementation gouvernementale, ben c'est, dont Tara est responsable, ben c'est tout ce qui est essayer d'approcher les gouvernements, éduquer la population, trouver des meilleures façons de réguler les perturbateurs endocriniens, mieux comprendre leur implication, trouver des meilleurs tests pour mieux les caractériser, un peu tout ça. Et tout l'aspect aussi de transfert des connaissances vers le public et vers les différentes instances. Une des premières initiatives du SIAP, ça a été de s'impliquer au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'on a fait, on est en train de faire ce qu'on appelle un special issue, c'est-à-dire qu'on est en train avec un journal qui est Environmental Research, on est en train d'écrire 14 manuscrits qui vont en fait faire un peu le topo de tout ce qui se passe en perturbations endocriniennes, donc sur les effets sur les humains, sur les animaux, les détections, les traitements et un peu tout ça. Donc, plusieurs de nos membres participent à ça. Donc, on va sortir ce special issue-là probablement fin de l'automne et début 2022. Donc, il va y avoir vraiment un gros travail de littérature qui est fait pour bien cibler la problématique des perturbateurs endocriniens. On a aussi un livre que Valérie a écrit, entre autres, sur l'enjeu des perturbateurs endocriniens qui est raconté aux jeunes. Donc là, on est en train de faire le financement pour pouvoir publier ce livre-là. Donc, c'est un ouvrage qui va être destiné vraiment comme aux 5-10 ans environ pour expliquer un petit peu c'est quoi la problématique des perturbateurs endocriniens. Donc, on va parler des hormones, de la pollution environnementale, de la santé, de la biologie. Donc, c'est un de nos projets qui nous tient à cœur aussi. Puis, bon, on a d'autres projets qui sont en cours aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, je pense que le SIAP et l'Institut Santé Société ont vraiment des liens qui sont quand même assez importants au niveau des thèmes de recherche puis au niveau de nos idées de recherche. Donc, vous voyez, donc, au niveau de l'Institut Santé Société, on parle d'inégalité en santé, on parle de prévention, on parle de soins, on parle d'organisation de la santé. Je pense que le SIAP vous rejoint sur plusieurs points à ce niveau-là. Puis, bon, c'est sûr que notre thématique, c'est les perturbateurs endocriniens, mais vous voyez qu'on a des liens qui sont quand même assez forts. Donc, en terminant, je vous dirais peut-être, si vous voulez avoir plus d'informations sur le SIAP, vous pouvez évidemment aller consulter notre site Internet. Si, en tant que chercheur à l'Institut Santé Société, nos recherches vous interpellent, bien, vous pouvez évidemment devenir membre. On a déjà certains membres qui sont en commun dans nos deux regroupements, mais je pense qu'on aurait intérêt à aller chercher beaucoup de collaboration à ce niveau-là. Puis, évidemment, bien, Myriam, elle est hyper active sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Donc, je vous invite à nous suivre puis à partager nos initiatives. Puis, comme si vous avez, bon, évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, bien, il va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, puis à faire des partenariats avec vous si vous pensez que ça peut être pertinent. Fait que sur ça, bien, merci beaucoup. Puis, comme je vous dis, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci Isabelle, merci pour cette présentation. On a un bel aperçu des travaux que vous faites, puis
je trouve qu'effectivement, c'est très pertinent pour l'ISS. Je peux prendre des questions si on veut. Je trouve ça plus amusant de se voir s'il y a des personnes dans la salle qui veulent juste allumer leur caméra. Isabelle, si tu voudrais juste enlever le partage d'écran, comme ça on peut se voir. Puis, n'hésitez pas soit à écrire dans le chat ou à simplement prendre la parole en allumant votre micro. On a encore un peu de temps pour échanger. Alors, je vous laisse peut-être formuler une question ou deux. Je vais voir dans le chat. Je pense que j'ai vu une question, oui, de Céline Lemay. Est-ce qu'il y a des documents informatifs pour les femmes enceintes? J'enseigne aux sages-femmes. C'est assez intéressant comme question. Je ne sais pas s'il y a des documents vulgarisés en tant que tels. Peut-être que Myriam pourrait me répondre si elle a croisé ça en chemin. Mais c'est sûr qu'au niveau de la littérature scientifique, il y a quand même assez de choses, si vous êtes familière avec PubMed, là, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais au niveau de la littérature scientifique, il y a quand même pas mal de choses. Sinon, un des organismes qui fait quand même beaucoup de prévention au niveau des perturbateurs endocriniens et des femmes, c'est Action Cancer du sein Québec. Je sais que sur leur site Internet, entre autres, ils ont une liste là, de différents perturbateurs endocriniens, des produits à faire attention, des choses comme ça. Donc, je pense que vous pourriez trouver de l'information à ce niveau-là. Myriam, as-tu vu quelque chose, toi, particulièrement sur les femmes enceintes au niveau d'articles de vulgarisation, peut-être, ou des choses comme ça? Non, mais c'est exactement ce que j'aurais dit d'aller voir peut-être Action Québec parce que c'est ça, nous, ça fait à peine 1 an qu'on existe, mais clairement qu'on pourrait rajouter ça dans notre liste de choses à vulgariser. Ah oui, puis c'est vrai aussi, le Réseau des femmes en environnement. Merci Géraldine pour le lien. Là. C'est vrai, le Réseau des femmes en environnement aussi, pas mal de documentation à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires qu'on aimerait poser à Isabelle Plante? Moi, il y a une main levée. Je vais aller voir. Madeleine Lépine. Allez-y, Madeleine, si vous avez un micro. Oh, Madeleine! Oui. Vous connaissez. Oui, Madeleine est étudiante chez un collègue et s'en vient faire un stage chez nous bientôt. Oh, super. Il y avait une figure dans la présentation qui m'a fait me poser des questions. C'était le graphique sur les PBDE, qui était dans le temps, qui commençait à peu près dans les années 94. C'est l'année de ma naissance. J'étais contente de voir les faibles valeurs, mais je me demandais, est-ce que c'est vraiment les vraies valeurs ou c'est que dans ces périodes-là, on les mesurait moins, donc on a moins de données? En fait, c'est une bonne question. En fait, il faut dire aussi que normalement, ils ont été mesurés quand même assez bien là, dans ces années-là. Il y a quand même un suivi environnemental qui est fait depuis des années là, au niveau du gouvernement pour différentes substances. Je te dirais que ça concorde plus, en fait, au début de leurs utilisations aussi, parce que les BFR n'ont pas toujours existé. Il y a eu une augmentation de leur utilisation dans différents produits. Donc, au départ, on les détecte un petit peu moins quand ils viennent d'être nouveaux, mais peu à peu, plus ils sont utilisés, plus on les détecte au niveau de l'environnement. Donc, c'est plus cette courbe-là là, qu'on observe au niveau des PBDE. Je suis allée un peu vite, mais il faut dire que c'était un type de PBDE là, qu'on voyait en particulier. Là. Donc, la législation, elle n'est pas la même pour tous les PBDE, mais bon, c'est quand même, c'est ça. C'est plus lié au début de leur utilisation puis au déclin de leur utilisation, finalement. OK, merci. J'ai aussi une question de Isabelle Marie. Allez-y, ouvrez le micro. Je me demandais si les contaminants émergents, vous les considérez comme des perturbateurs endocriniens? C'est une très bonne question. En fait, certains contaminants émergents sont des perturbateurs endocriniens. En fait, la définition d'un perturbateur endocrinien, maintenant, c'est un produit qui va interférer avec le système endocrinien d'une espèce, puis avoir des conséquences délétères sur cette espèce-là ou sur l'organisme. Donc, c'est pas nécessairement... Donc, on a d'anciennes molécules, entre guillemets, ou des anciens polluants qu'on connaît qui sont des perturbateurs endocriniens, mais dans les molécules émergentes, il y a aussi des nouveaux perturbateurs endocriniens au travers de ça. Puis, c'est un peu aussi toute la difficulté de tout ça, c'est que dans le fond, il y en a tellement qui émergent, il
faut vraiment être capable de les identifier assez rapidement pour voir les conséquences, là. Mais effectivement, dans certains polluants émergents, on a des perturbateurs endocriniens aussi. OK. Il y a une question dans le chat de Moufouche Court. Est-ce que parmi vos membres, il y a des chercheurs qui s'intéressent au PFAS? Oui, effectivement, il y a une étude, entre autres, à McGill qui regarde les PFAS. Oui, ce sont une classe de polluants qui sont quand même assez observés, étudiés par différents chercheurs là, du groupe. Là. Entre autres, des chercheurs du groupe, mais c'est aussi étudié, je vous dirais, mondialement. Là, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à cette classe de polluants-là. Moi, j'avais comme une question-commentaire. On a parlé un peu des inégalités sociales. Vous en avez un peu parlé avec les études évoquées sur les personnes racialisées qui utilisaient un plus grand nombre de polluants qui avaient un effet potentiel sur leur système endocrinien. Et est-ce que vous diriez de façon générale qu'il y a une égalité entre l'exposition hommes et femmes? C'est une bonne question, ça. En fait, je ne sais pas pour tous les aspects, mais je sais, entre autres, que quand on regarde tout ce qui est produits cosmétiques, parce que au niveau des produits cosmétiques, il y a quand même des substances qu'on connaît qui sont des perturbateurs endocriniens. Et on sait qu'en général, les femmes vont utiliser beaucoup plus de produits cosmétiques que les hommes. Donc ça peut être une partie de la réponse. Au niveau global, je ne sais pas si j'ai vu des études à ce niveau-là, mais je sais que c'est ça. Je dirais que pour certaines classes de produits de perturbateurs endocriniens, oui, il y a des inégalités à ces niveaux-là de par la nature des produits qui contiennent les perturbateurs endocriniens. Je vois qu'il y a une autre question de Myriam Durocher. Allez-y. Oui, merci pour la présentation. C'est super intéressant. J'ai 2 questions qui sont un peu interreliées. Vous avez brièvement abordé la question de maladies ou de conditions médicalisées comme l'obésité, par exemple, ou le diabète. Je me demandais où en était la recherche à ce niveau-là, vu que vous avez comme brièvement abordé la chose, si vous pouviez développer un petit peu plus. Et l'autre question, c'était en lien avec l'alimentation. Est-ce que... quelle est l'étendue des connaissances quant à ce qui se retrouverait, par exemple, dans l'alimentation, dans la diète alimentaire, en termes de perturbateurs endocriniens? Merci. Oui, en fait, premier aspect au niveau de l'obésité, c'est sûr que, je ne vais pas parler au travers de mon chapeau parce que c'est vraiment pas ma spécialité, mais il y a effectivement de plus en plus d'études où est-ce qu'on voit des liens entre justement une exposition aux perturbateurs endocriniens puis tout ce qui est métabolisme. Donc, tout ce qui est métabolisme va avoir un lien avec l'obésité et tout ça. On a, entre autres, j'ai mon étudiante qui est quelque part, Belinda, là, on est en train justement de regarder des effets avec du DEHP, qui est un phtalate. Puis là, on est en train de voir que ça semble perturber la voie de la lipogénèse, donc tout ce qui est formation des gras et tout ça dans la glande mammaire, mais il y a d'autres études comme ça là, qui se font où est-ce qu'on voit que certains perturbateurs endocriniens peuvent changer le métabolisme des cellules, puis mener à certains cas d'obésité. Comme je dis, c'est un peu moins ma spécialité, donc je peux pas vous donner beaucoup plus de réponses que ça, mais on a de plus en plus d'évidence qu'il y a des liens comme ça. Au niveau de la deuxième question, juste rappelez-moi votre deuxième question, j'ai comme oublié. L'alimentation. Oui, l'alimentation, la diète. Oui, oui, effectivement, ça aussi, il y a des études qui se font, entre autres, des gens qui vont mesurer au niveau des différents aliments ce qu'on peut retrouver comme perturbateurs endocriniens. On en retrouve, ça c'est des choses qu'on voit, on va retrouver différents produits, des agents plastifiants entre autres qu'on va retrouver. On va retrouver des produits aussi qui s'accumulent au niveau de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que si votre poisson mange un poisson qui est contaminé par un perturbateur endocrinien, bien évidemment, ça va remonter la chaîne alimentaire. Donc, on va en retrouver dans certains aliments. Évidemment, il y a des tests qui sont faits là-dessus de plus en plus, donc on essaie de voir quelle est l'étendue du problème, mais c'est difficile de dire exactement qu'est-ce qu'il y a. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de molécules qui sont considérées comme des perturbateurs endocriniens, puis en général, ils vont être présents à différents niveaux, dépendamment de ce qu'on voit comme aliment, mais
il y en a effectivement qui sont retrouvés dans la nourriture. C'est souvent, en fait, une des voies d'exposition les plus importantes, là. Je pense qu'on dépasse un petit peu le temps annoncé. Bien, si les gens veulent bien rester, on peut prendre les deux. Il reste 2 questions à poser. Je ne sais pas laquelle est arrivée en premier. Il y en a une dans le chat et je vois qu'il y a Mia Sarrazin qui a levé la main. Allez-y, Mia, on va. Bon. Bonjour, c'est Nathalie Montagne, on est en équipe. Bonjour Isabelle, vous venez de parler du VEHP. Est-ce qu'il y a des études qui sont prévues dans le réseau de la santé justement pour l'exposition au personnel et aux patients qui sont exposés à certains phthalates, dont le DEHP? Oui, c'est une bonne question, ça, parce qu'effectivement, dans le matériel médical, le DHP a été longtemps utilisé. Je sais qu'il y avait eu, qu'il y a eu des discussions, je ne sais pas, ou des initiatives voulant remplacer le DHP dans le matériel médical. C'est un point assez important parce que il y a une étude il y a quelques années, là, je ne sais pas si je dis ça sous toute restriction, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais qui disait que la population la plus exposée en fait au DHP était les bébés prématurés en néonate parce qu'ils sont intubés, parce que justement, surtout via l'intubation, là, les poches de saline et tout ça. Donc, c'est effectivement au niveau du matériel médical, à ma connaissance, il y a beaucoup de DHP qui est utilisé. Est-ce qu'il y a des moyens / des initiatives pour remédier à ça? Je dois vous avouer que je ne suis pas nécessairement au courant de ça. Je sais qu'il y a eu, c'est drôle, mais j'ai eu la discussion avec le médecin de ma fille à un certain moment donné, puis elle me disait que justement, de temps en temps, ça revient sur la scène, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu encore d'initiative formelle là-dessus. On le confirme, mais est-ce que vous prévoyez faire des projets de recherche sur justement sur cette problématique-là? Bien, ça pourrait être intéressant, en fait. Bien, comme je vous dis, on a déjà un projet de recherche qui est au niveau du DHP présentement, mais qui est fait un peu plus au niveau des rats, puis un peu plus axé sur la glande mammaire. Mais je sais que le DHP est étudié quand même de façon importante au niveau global, là, au niveau de la recherche. Il y a quand même beaucoup d'études qui se font sur le DHP. Puis je sais qu'il y en a au niveau médical. Donc, moi, personnellement, présentement, je n'en fais pas, mais je sais qu'il y a des recherches qui se font dans ces sujets-là. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Merci. On avait une question dans le chat de Louise Vigreux. Que pensez-vous des applications pour les consommateurs qui analysent la composition des produits et qui mettent en évidence les composants controversés tels que les perturbateurs endocriniens? Oui, je ne connais pas l'application, je dois vous avouer, mais j'imagine que c'est une application sur ordinateur ou sur téléphone. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. C'est sûr qu'une des choses qui, tu sais, je ne suis pas là nécessairement pour dire qu'il faut tout bannir, qu'il faut tout enlever, qu'il faut boycotter tous les perturbateurs endocriniens, mais je pense qu'une chose qui est importante, c'est justement un peu ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est de l'éducation. C'est-à-dire au moins si on est au courant de qu'est-ce qui sont dans nos aliments, qu'est-ce qui sont dans nos produits cosmétiques, à quoi on est exposé, bien, comme ça, au moins, on prend une décision un peu plus éclairée sur notre exposition à nous. Donc, je pense que c'est un peu je pense que tout ce qui est information, là, je ne sais pas à quel point l'application en tant que telle est fiable et tout ça, je n'embarquerai pas dans ce débat-là, mais tout ce qui est information, tout ce qui est prise de conscience de l'exposition, tout ce qui est essayer de contrôler notre exposition ou au moins de comprendre ce à quoi on est exposé n'est que quelque chose de bénéfique là, pour la population, d'essayer d'avoir des réponses un peu plus éclairées à ce à quoi ils sont exposés dans la vie de tous les jours. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est probablement une bonne chose, mais comme je vous dis, je garde certaines restrictions parce que je ne connais pas l'application, puis je ne sais pas les renseignements qu'elle donne, cette application-là. Parce qu'il ne faut pas non plus être complètement alarmiste aussi, puis se mettre à bannir ou à avoir peur de tout. Mais je pense que si on va chercher de l'information importante, ben c'est ça qui est le plus important. L'information pertinente, je pense que c'est le plus important. Là.
Ben, merci beaucoup, Isabelle. Valérie aussi, je sais, on vous a pas entendu, mais je sais que vous êtes là et que vous êtes derrière ce centre de recherche-là qui est très important. Et ben, Myriam aussi pour le travail de promotion. C'est très, très, très intéressant et on va poursuivre, je pense, les collaborations avec l'ISS, surtout s'il y a des membres qui sont de part et d'autre. Donc, merci, c'était très éclairant. Ben, on va finir là. On avait dit qu'on terminait à 13h30, donc ça a été très stimulant tout ça. Puis ben voilà, à la prochaine. L'enregistrement, va être disponible sur notre chaîne YouTube probablement la semaine prochaine. Alors, si jamais il y a des personnes qui ont voulu assister et qui n'ont pas pu, là, on pourra partager ça par la suite. Je l'enverrai à Myriam pour qu'elle partage. Donc, merci encore. C'est ce que j'allais dire. Je suis sûre que Myriam va tout envoyer ça dans nos réseaux sociaux aussi. Super. Merci. Merci Isabelle. Merci encore. Bye. Merci, au revoir.